Les Russes ont tiré 300 missiles et 200 drones sur des villes ukrainiennes en 5 jours, reprenant une campagne de terreur contre la population ukrainienne, tuant ou blessant des centaines de personnes. Dans le même temps, les forces du Kremlin se pressent sur pratiquement tout le front. Les positions ukrainiennes sur l'axe de Bakhmut, Avdiivka et Robotyne sont particulièrement menacées. La situation est difficile et les appels à une mobilisation de masse se multiplient dans l'espace public. Regardons la situation de guerre actuelle. Sur carte. Ce rapport a été produit en coopération avec le centre analytique de Rohan Consulting, cité entre autres par le Wall Street Journal et le New York Times. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Rohan publie un rapport de guerre quotidien appelé Ukraine Conflict Monitor, qui présente une analyse approfondie et unique du champ de bataille. Vous pouvez acheter l'accès à Ukraine Conflict Monitor via le lien dans la description. Région de l'oblast de Kharkiv. Les Russes poursuivent leur bombardement d'artillerie contre les infrastructures civiles de la région. Selon Oleg Sinuhubov, chef de l'administration de la région de Kharkiv, les cibles des récents bombardements comprenaient entre autres Veterinarne, Sinkivka, Petropavlivka et Kupiansk. Il est significatif que, selon Sinuhubov, les Russes n'aient pas renoncé à leur intention d'attaquer à nouveau Kharkiv. Cependant, les forces du Kremlin devraient d'abord reprendre le nœud ferroviaire critique de Kupiansk. Ainsi, selon les rapports ukrainiens, les forces ukrainiennes améliorent leur capacité défensive, notamment en construisant des fortifications. Un thème constant sur le front. Région de l'oblast de Lugansk. Les Russes ont l'initiative dans ce domaine. Ils poursuivent leurs attaques vers Kupiansk et Liman, réalisant quelques gains territoriaux, mais sans percer. De violents combats d'infanterie ont eu lieu près d'Ivanivka. Les Russes visent à prendre la tête de pont à Sinkivka. Les deux camps ont confirmé l'avancée russe à l'est de Terny. Il s'agit de la principale localité approvisionnant le groupe ukrainien, située sur la rive gauche de la rivière Jerebets. De violents combats se sont également poursuivis près de la forêt de Serebryansky. Selon une source ukrainienne, les Russes auraient réussi à s'emparer de 2 positions au sud-ouest de Kremina. Les Russes attaqueraient avec un avantage numérique de 5 contre 1. Des sources russes confirment que l'offensive russe dans la forêt de Serebryansky se poursuit et qu'elle a réussi à avancer jusqu'à 3 km par endroit. Cependant, les Ukrainiens opposent une résistance farouche et lancent leurs propres attaques. Région de l'oblast de Donetsk. Les Russes restent fortement engagés dans la région de Donetsk. Les axes de Bakhmut, Avdiivka et Marinka restent prioritaires, et le commandement russe n'épargne aucune dépense en hommes et autres ressources pour chasser les Ukrainiens de ces villes désormais inexistantes. Les changements sur la ligne de front, semaine après semaine, ne sont pas spectaculaires, mais les gains cumulés du Kremlin au cours des 2 derniers mois sont perceptibles. Cela peut être vu dans notre animation ci-dessous, qui compare la ligne de front actuelle avec celle de début novembre. Les plus grandes avancées russes ont en effet eu lieu dans la région de Donetsk et sont visibles sur les axes de Bakhmut, Avdiivka et Marinka. Mais revenons à la situation actuelle. Une source ukrainienne rapporte que les Russes avancent au Chassiv Yar. La situation est similaire à Bodanivka, où les agresseurs auraient avancé jusqu'à 500 mètres dans la localité. Les forces ukrainiennes maintiennent leur position près de Kromove et Ivanivske. Cependant, les Russes avancent sur la route du côté de Dachi. Il semble que les Russes s'attendent à ce qu'une fois Bodanivka soit hors contrôle, la défense ukrainienne de Chassiv Yar s'effondrera et les Ukrainiens seront contraints de se retirer. Il n'y a eu aucun développement récent à Bakhmut même. Néanmoins, certaines sources ukrainiennes estiment que la situation globale sur l'axe de Bakhmut est pire qu'à Avdiivka. La situation qui s'aggrave près de Bakhmut s'explique par le déploiement de nouvelles réserves russes qui ont poussé les forces de Moscou à avancer. En conséquence, les Russes ont gagné plus de terrain sur l'axe de Bakhmut que dans la région d'Avdiivka. Pour rappel, toutes les sources mentionnées dans ce document se trouvent dans le rapport de l'Ukraine Conflict Monitor dans le sous-stack de Rohan. Lien dans la description. Les Russes devaient également lancer davantage d'attaques à l'approche d'Ocheretine. Les attaquants devaient également entrer dans Stepove, d'où les forces ukrainiennes les repoussent chaque jour. Une importante attaque russe près de l'usine à Avdiivka a eu lieu le 22 décembre,
mais les Ukrainiens ont réussi à la repousser. De nouveaux combats se poursuivent près de Novokalionove. Les Russes tentent également de progresser vers Novobarmoutivka. Cependant, des informations font encore état de cas où l'infanterie russe refuserait d'obéir aux ordres. De tels rapports ont été publiés à 2 reprises la semaine dernière, à 2 occasions différentes. La situation à Avdiivka même reste inchangée. La ville est encore entourée sur 3 côtés. La poche ukrainienne mesure environ 4 km de large. Commentant la situation dans la ville mardi 26 décembre, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zaluzhny, a déclaré que d'ici 2 ou 3 mois, Avdiivka pourrait subir le même sort que Bakhmout, c'est-à-dire une destruction totale. Il a ajouté que si les Ukrainiens n'ont pas assez de force et que nous verrons ce qu'il y a de mieux pour sauver les gens, nous prendrons cette décision. Nous sauverons les gens, puis nous la reprendrons. Cela dépendra de la situation. Cette déclaration semble indiquer que Zaluzhny envisage de se retirer de la zone s'il le juge nécessaire. Cette approche contraste avec les précédentes opérations ukrainiennes, notamment à Bakhmout, où la ville a été trop longtemps défendue, entraînant des pertes importantes d'effectifs et d'artillerie. Malgré l'assaut russe de 3 côtés, Oleksandr Stupun, porte-parole du centre de presse commun de Tavria, oblast de Zaporizhia et Kherson, a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucune menace réelle d'encerclement d'Avdiivka. Il a expliqué que Moscou perd chaque jour entre 300 et 400 soldats, tués et blessés. Bien que les attaques russes ne s'arrêtent pas, Stupun a ajouté que les Ukrainiens retiraient leurs réserves et se regroupaient pour faire face à la situation. Pour l'avenir, les Russes avancent également sur Giverny et Pervomaïske. La quasi-totalité de Marinka est également désormais aux mains des Russes. Lundi 25 décembre, le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu a déclaré lors d'une réunion avec le président russe Vladimir Poutine que les troupes russes avaient complètement libéré Marinka. Mais les Ukrainiens affirment posséder plusieurs rues. Cependant, 90% de Marinka peut être considéré comme étant sous contrôle russe. La ville elle-même n'existe plus. Les Ukrainiens construisent des fortifications aux abords des ruines de Marinka. Les Russes attaquent également les faubourgs de Novomykhaïlivka ainsi que Pobieda et Herorivka. Ces emplacements devraient être essentiels à une offensive sur Novomykhaïlivka depuis le nord, ouvrant ainsi la voie au principal centre logistique ukrainien de Kourakove, qui alimente les unités de Vuhledar. Il n'y a eu aucun développement majeur à Vuhledar même récemment. Région du sud de l'Ukraine. La ligne de front de Zaporizhia est restée essentiellement gelée au cours des 2 derniers mois. Le changement le plus important est le revirement sur l'axe d'Orychiv. Les Russes ont réussi à réduire la brèche près de Robotine, où les Ukrainiens ont perdu une partie de leur territoire durement conquis. Des sources ukrainiennes rapportent que les Russes poursuivent leurs attaques de viande à Robotine. Mais dernièrement, leurs progrès ont été inexistants et leurs pertes énormes. Des attaques similaires se poursuivent dans la région de Verbove. Les sources ni russes ni ukrainiennes n'ont fait état de développement près de Novofedorivka et Piatikatki. Région de Kherson et Crimée. Les Ukrainiens continuent de maintenir des têtes de pont sur la rive gauche du Dniepr. Celui de Krinky est même légèrement plus grand qu'il y a 2 mois. Mais en principe, les chances d'étendre cette présence sont minces. Les Ukrainiens ont tenté de pousser au sud de la localité, mais ont été stoppés. Samedi 23 décembre, le commandement de l'armée de l'air ukrainienne annonçait que les Russes avaient perdu 3 chasseurs Su-34. On ne sait pas exactement comment cela s'est produit, mais il est probable que les Ukrainiens ont rapproché certaines de leurs batteries Patriot de la ligne de front et ont attaqué les bombardiers russes à distance. On ne sait pas non plus qui a fourni les données de ciblage, mais certaines sources suggèrent que c'est un AWACS de l'OTAN qui a aidé les Ukrainiens dans cette opération réussie. Par ailleurs, dans la nuit du 26 décembre, le lieutenant-général Mykola Oleshchuk, commandant de l'armée de l'air ukrainienne, a confirmé que les Ukrainiens avaient mené avec succès une frappe qui a détruit le grand navire de débarquement russe de classe Robuka Conception 775, le Novocherkassk, en Crimée. Vers 2h30, des avions ukrainiens ont tiré des missiles de croisière sur le Novocherkassk, alors qu'ils se trouvaient dans le port de Théodosie. Il n'a pas été précisé combien et quel type de missiles ont été utilisés. Sebastopol News a rapporté plus tard que 74 marins avaient été tués et 27 blessés lors de l'attaque. Les explosions qui l'ont suivi ont montré une très grande déflagration, indiquant que le navire transportait des munitions. Rohan
estime que de nouvelles attaques de ce type contre la Crimée sont probables dans les mois à venir. Revenons maintenant à la situation dans son ensemble. Vendredi 29 décembre, les Russes ont lancé leur deuxième plus grande attaque de missiles à ce jour contre l'Ukraine. Ils ont lancé un total de 158 missiles, dont des drones Shahed 131-136, des missiles de défense aérienne, des missiles de croisière, des missiles balistiques et des missiles anti-navires. À titre de comparaison, les Russes ont lancé 160 missiles le premier jour de la guerre. La défense aérienne ukrainienne a réussi à faire face à des ciblages moins sophistiqués, missiles de croisière et drones Shahed. Dans le même temps, elle n'a intercepté aucun missile balistique Iskander ou Kinzhal. 39 personnes ont été tuées. Les Russes attaquent Kiev, Kharkiv, Dnipro, Odessa, Lviv et Zaporizhia. Ils ont détruit un centre commercial et des immeubles d'habitation, mais aussi des installations militaires, dont certaines sont liées à la production de missiles et de drones. Il est donc clair que l'objectif principal des Russes était de limiter la capacité de l'Ukraine à produire des missiles et des drones, notamment à longue portée. Les Russes poursuivent leur campagne de terreur contre la population civile. De plus, un missile russe aurait violé l'espace aérien d'un pays de l'OTAN, la Pologne. Le missile est entré dans l'espace aérien polonais à 7h12, heure locale, et est reparti au bout de 3 minutes. Les systèmes polonais et alliés ont suivi la trajectoire de vol du missile. Dans la soirée du même jour, les Polonais ont engagé leur F-16 en raison de l'augmentation de l'activité aérienne russe à long rayon d'action. Samedi, les Russes ont pratiquement stoppé leur tir de missiles, tandis que les Ukrainiens ont répondu par leur propre attaque sur Belgorod. 20 personnes ont été tuées et 100 blessés. Des explosions ont également été entendues à Sébastopol en Crimée. Dans les jours suivants, les Russes reprennent la campagne de missiles. Le 31 décembre, 49 objets ont été tirés, le 1er janvier, 122, le 2 janvier, 130. Ce dernier seul a tué ou blessé 130 personnes dans toute l'Ukraine. Au total, la Russie a utilisé environ 300 missiles et 200 drones en 5 jours. Dans l'ensemble, la tendance émergente est claire. Les Ukrainiens sont sur la défensive tout au long du front. Les Russes réalisent quelques gains tactiques, notamment dans la région de Donetsk, qui est désormais le centre de gravité de la guerre. C'est également l'objectif du commandement politique russe. Cependant, la posture offensive des Russes ne conduit pas à un succès opérationnel et encore moins stratégique. La situation de guerre actuelle a 2 raisons principales. Premièrement, l'avantage russe en termes d'effectifs, qui est renforcé par la bien plus grande propension du commandement russe à perdre des ressources, notamment humaines, lors d'attaques massives contre des positions ukrainiennes. Deuxièmement, le manque de munitions d'artillerie du côté ukrainien. Dans la région de Bakhmut, les Russes ont désormais un avantage d'artillerie de 4 ou 5 contre 1 sur les Ukrainiens, alors qu'en été, le ratio était de 1 contre 1. Comme l'écrit Rohan, à partir de ses propres entretiens sur le terrain en novembre, ce changement de ratio n'est pas nécessairement dû à l'augmentation du nombre d'attaques d'artillerie russe. Depuis l'été, les Ukrainiens ont tiré moins de projectiles parce que l'Occident n'a pas tenu ses promesses et ses calendriers convenus. En conséquence, les Ukrainiens souffrent d'une pénurie de missiles et doivent conserver leurs munitions au cas où ils auraient besoin d'augmenter immédiatement leur cadence de tir. Ceci est confirmé par les propos du général de brigade Oleksandr Tarnevski, commandant du groupe stratégique opérationnel de Tavria, oblast de Zaporizhia et de Kherson, qui a déclaré dans une interview à la BBC ukrainienne que la situation sur la ligne de front n'est pas encore dans une impasse, mais admet que c'est compliqué. Les Russes ont intensifié leurs opérations sur presque toute la ligne de front. L'objectif stratégique reste l'élimination de l'État ukrainien. Les Ukrainiens cherchent donc des réponses aux défis de la phase actuelle de la guerre. La première consiste à intensifier la construction de fortifications, comme l'admet Zelensky lui-même. En premier lieu, dit-il, autour des villes de l'Est, très probablement Avdiivka et Bakhmut, et entre Kupiansk et Liman. Ce sont sans aucun doute les régions que Kiev considère comme les plus à risque. Une autre réponse, cette fois bien plus difficile, est la mobilisation de masse. Cette question a été soulevée le 17 décembre par le chef des services de renseignement ukrainien, le général Kirilo Budanov. Il a déclaré que l'Ukraine n'avait actuellement aucune alternative à la mobilisation de masse. Quelle que soit son efficacité, le recrutement volontaire ne fournira pas les effectifs nécessaires pour répondre aux besoins des forces armées. Budanov a souligné à juste titre
que les Ukrainiens désireux ou capables de se battre ont rejoint les forces armées ou d'autres organisations, telles que la Garde nationale, au cours des 6 premiers mois suivant l'invasion russe à grande échelle. Boudanov a souligné 2 points importants. Premièrement, si Kiev veut déployer de nouvelles forces sur le champ de bataille, elle a besoin d'une mobilisation massive. D'autres campagnes de recrutement ne suffiront pas. Deuxièmement, et peut-être plus important encore, Boudanov a reconnu que les forces armées étaient dans une impasse en matière de recrutement volontaire. Les Ukrainiens ne veulent pas entrer en guerre. Cela n'a rien de nouveau. Un officier supérieur de renseignement militaire ukrainien, avec lequel Rohan s'est entretenu en Ukraine en juillet, a dit exactement la même chose. De nombreux soldats des forces armées ukrainiennes participent à cette guerre depuis plus d'1 an. Ils sont épuisés et n'ont que très peu de temps libre loin du front. Des modifications sont apportées pour permettre 30 jours de congé qui peuvent être pris au cours d'une année. Kiev devrait néanmoins commencer à envisager de démobiliser certaines de ses forces, d'autant plus que le mécontentement grandit parmi les familles de ceux qui sont en service permanent. Une mobilisation de masse résoudrait ce problème. Mais plus important encore, cela permettrait à Kiev de retirer certaines de ses unités les plus expérimentées des lignes de front, de les régénérer et de les préparer à l'offensive en 2024-2025. Le déploiement continu à proximité des lignes de front, couplé au manque de temps pour la formation, était l'une des plaintes les plus courantes entendues en Ukraine en novembre, admet Rohan. La mise en place de lignes fortifiées devrait également réduire la densité des forces nécessaires à la protection des zones critiques, ce qui signifie qu'un nombre encore plus important de personnel pourrait s'entraîner à l'arrière pour accroître son efficacité globale au combat. Faisant référence aux commentaires de Boudanov, le président Zelensky a déclaré mardi 19 décembre que l'état-major souhaitait mobiliser 450 000 à 500 000 soldats. Zelensky a qualifié la question de mobilisation de délicate et coûteuse. Il a expliqué que la mobilisation dans le format proposé par l'état-major coûterait 13 milliards de dollars. Zelensky souhaite également en savoir plus. Qu'arrivera-t-il à l'armée ukrainienne, forte d'1 million d'hommes? Que va-t-il arriver à ces gens qui défendent notre pays depuis 2 ans? Nous avons des problèmes de rotation et de congés. Il devrait s'agir d'un plan global. Zelensky est confronté à un choix difficile. D'un côté, de nombreux jeunes Ukrainiens pourraient être enrôlés, mais Zelensky espère que cette génération reconstruira le pays après la guerre. En revanche, si l'Ukraine perd la guerre, il n'y aura plus rien à reconstruire et les jeunes Ukrainiens pourraient quitter massivement le pays. Du point de vue des forces armées, la mobilisation est cruciale si l'Ukraine veut tenter de reconquérir les territoires perdus. Le temps ne joue pas non plus en sa faveur. Plus ils se mobiliseront tard, moins ils auront de temps pour s'entraîner et moins les soldats seront efficaces. D'autant plus que les forces armées russes devraient se développer, notamment leurs éléments d'assaut. Les inquiétudes de Poutine concernant la mobilisation, en revanche, pourraient être liées aux pénuries d'effectifs. Si la décision de mobiliser et de construire des fortifications reste entre les mains des Ukrainiens, Kiev a beaucoup moins de contrôle sur la pénurie de munitions d'artillerie. Les Ukrainiens souhaitent produire des munitions occidentales en Ukraine et ont provisoirement convenu avec 2 sociétés américaines de produire des munitions de 155 mm. Il s'agit toutefois d'une solution différée puisque la production ne démarrera pas avant 2 ans. Les munitions d'artillerie sont donc un domaine dans lequel Kiev dépend entièrement de la volonté et des capacités de l'Occident. Nous avons discuté de ces questions plus en détail dans nos récents rapports sur la situation internationale. Ainsi, début 2024, les Russes disposent de la prépondérance en termes de puissance de feu et d'équipement. Ils poursuivront leurs attaques au sol dans la région de Donetsk, zone prioritaire du commandement politico-militaire russe. Les soldats ukrainiens seront confrontés à des mois très difficiles, car le nombre insuffisant d'obus d'artillerie et les fortifications mal développées limiteront leur potentiel défensif. De nouvelles pertes sont probables, notamment autour du village de Robotyne, y compris le village lui-même. Les dirigeants politiques ukrainiens sont également confrontés à des choix difficiles en termes de mobilisation de masse. La question se pose à la population ukrainienne elle-même. Dans quelle mesure est-elle prête à un tel sacrifice? Il est possible qu'une telle décision conduise également à une plus grande volonté de fournir des armes et des munitions de la part de l'Occident, car cela constituerait un argument de poids pour ceux qui travaillent à un soutien accru à l'Ukraine à l'étranger, notamment aux États-Unis.